Madame Ferrand, à vous. Voilà. Ça marche. Merci. Alors, je vais faire un petit résumé, vous voyez, ça va pas être lent, mais quand même, pour parler des personnes qui étaient dans ce camp. En 1936, arrivent à Beuvron, comme partout en France, des dizaines de réfugiés républicains espagnols, accueillis plus ou moins bien dans des centres d'hébergement comme l'ancien sanatorium des Pins. Dès 1938, les lois d'Aladier permettent l'internement administratif des, je cite, étrangers en surnombre dans l'économie nationale. À l'automne 1940, la France est vaincue depuis l'été, occupée par l'armée nazie pour sa partie nord, administrée au jour le jour par les fonctionnaires de Vichy, qui sont pour la plupart les mêmes que ceux de la Troisième République finissante. Dès octobre est promulgué le premier statut des Juifs, qui les stigmatise de multiples façons. L'armée allemande a exigé l'évacuation des zones côtières de tous les étrangers et des nomades qui sont assignés à résidence vers l'intérieur ou internés dans des camps de concentration. C'est une citation. Parce qu'aux archives, les documents administratifs qui traitent du sanatorium des Pins le nomment camp de concentration. Oui, telle est bien la qualification du centre médical des Pins lors de l'arrivée de plusieurs centaines de personnes, des familles entières, souvent polonaises et catholiques. Il y a aussi de nombreuses familles nomades et quelques familles de juifs allemands, souvent âgés, qui seront autorisés à rentrer chez eux. Parmi eux, il y a ses enfants. Anya, qui a 2 ans, dont le père s'est engagé dans le bataillon des Polonais de l'armée française et a été fait prisonnier. Avec son frère et sa mère, comme la plupart des internés catholiques, elle est autorisée à sortir du camp et à s'établir dans une ferme où sa mère travaille dur pour nourrir sa famille, qui s'installera en Loir-et-Cher après la guerre. Il y a aussi Léa Goldberg, enfant juive, et sa mère Chaya, dont on ne connaît pas la date exacte d'arrivée au camp. Elle sera sauvée grâce au maire de Blois, Henri de Russy, qui, apprenant le départ à l'hôpital de Chaya, fait sortir l'enfant et la place dans la famille de Pierre Allard, administrateur de l'hôpital à Blois-Vienne. Cette famille élèvera Léa, devenue Lisette, avec affection jusqu'à la libération. Aucune trace écrite n'existe de leur passage au Pins, preuve de la parfaite préparation et réalisation de ce sauvetage. Nous avons des photos explicites quant au lieu où elles se trouvent, prises au printemps 1942, lors de la Pâque juive fêtée au camp par toutes les familles, avec l'aide du rabbin Bloch de Poitiers. La famille Allard a reçu le titre de juste parmi les nations, décerné par l'État d'Israël à celles et ceux qui ont sauvé les Juifs pendant cette terrible période. Il y a aussi, je cite, un enfant de roulotte, comme le qualifie le médecin du camp, qui ne juge pas utile d'inscrire son nom dans le rapport qu'il adresse à la préfecture. Rapport dans lequel il annonce sa mort, par manque de soins. Tous les nomades du camp ont été transférés à celui de Jargeau, dans le Loiret, en mars 1941. Ils n'ont pas été déportés. Et puis, arrive le 12 mars 1942, en provenance du camp de Poitiers, surchargé, 100 juifs, hommes, femmes, enfants, internés depuis le 15 juillet 1941, date à laquelle ils ont été arrêtés dans les lieux où ils étaient assignés à résidence. Parmi eux, il y a Bert Schnapper, qui a 20 ans, et son bébé de quelques mois, René, né à Poitiers et enfermé dans le camp quelques semaines après. Berthe n'accepte pas son sort. Elle demande leur libération. Elles ne sont bien sûr coupables de rien. Sa mère écrit au préfet de Loir-et-Cher. Elle dit « J'aime à espérer que vous daignerez prendre en considération la tragique situation de ma fille en la libérant avec son enfant. Et dans cet espoir, je vous prie d'agréer, monsieur le préfet, avec mes remerciements anticipés, l'expression de ma très haute considération. Il semble qu'un avis favorable ait été donné. La petite n'ayant pas 2 ans, elle pouvait ne pas être déportable. C'est pourquoi, ne trouvant pas trace de leur départ,
J'avais pensé qu'ils avaient pu échapper au sort des autres juifs du camp, tous déportés vers Auschwitz-Birkenau, après avoir été transférés à Pithiviers le 27 juillet 1942 sur ordre allemand par le préfet du Loir-et-Cher, Jacques-Félix Bussière. Tous déportés dans des convois différents, puisque les familles ont été séparées. Les pères et les jeunes gens les premiers, les mères et les jeunes filles ont suivi. Puis, les jeunes enfants, dans une détresse totale, mélangés dans des wagons d'adultes inconnus d'eux, jusqu'aux chambres à gaz de Birkenau. Et puis, est-ce le hasard? Un été au Finistère, j'ai été saisi par un article de Ouest France parlant d'un homme habitant dans le Visio. Il racontait le malheur de sa sœur Berthe, internée dans le centre de la France avec sa petite fille Renée. Il disait que sa sœur avait envoyé de Drancy à sa mère une dernière carte avant son départ pour une destination inconnue, et que depuis, il n'avait cessé de les chercher, bien qu'il sache qu'elles avaient été déportées. J'ai immédiatement compris qu'il évoquait si douloureusement que j'ai immédiatement compris ce qu'il évoquait si douloureusement, et je l'ai contacté et rencontré, ainsi que sa fille Muriel. Depuis, j'ai vérifié tout ça et je me suis rendu à l'évidence. Berthe et Renée aussi avaient été déportées comme les autres, tous les autres. Elles n'ont pas été sauvées. Elles sont parties vers la nuit et le brouillard d'Auschwitz pour être méthodiquement assassinées. À l'été 1942, restent dans le camp de nombreuses familles, dont certaines avec de jeunes enfants. Ils reçoivent régulièrement des nouvelles de l'extérieur, des nouvelles de plus en plus inquiétantes. Et puis un soir, un homme est interné pour une nuit avec son étoile jaune, avant son transfert à Pithiviers. Il s'appelle Usher Cooperfard. Il porte l'étoile jaune, comme l'ont noté les gendarmes, alarmant encore plus les prisonniers. Le lendemain de ce passage, 2 jeunes filles intrépides décident de s'évader. Enya Jagla et Rosalie Joskovitch, toutes deux âgées de 19 ans, qui réussissent leur évasion au nez et à la barbe des gendarmes du camp, juste après un appel, des gendarmes français. En 2005, quand nous avons posé la plaque, je connaissais cet épisode, puisqu'il existe un rapport de gendarmerie. Mais je n'avais aucune idée de la suite de leur aventure de survie. Et voilà que 12 ans après, Enya se manifeste. C'est une extraordinaire émotion au milieu de cette horrible histoire. C'est le triomphe absolu de la vie sur la mort. Cette horrible mort des Juifs planifiée dans toute l'Europe par les nazis et en France, avec l'aide matérielle du gouvernement et de l'administration de l'État français dit régime de Vichy. Aujourd'hui, 75 ans après, cette nuit sur l'Europe, les idées qui ont amené la réalisation de ce crime impardonnable sont revenues chez nous. Elles menacent à nouveau notre démocratie et les belles valeurs de notre République, de notre France, celles que nous aimons et dont nous sommes si fiers, car elles sont notre image dans le monde entier. Nous avons le pouvoir individuellement, en exerçant notre droit de vote, de repousser cette abomination. Exerçant ce droit, il est à nous, il nous est cher pour la vie, pour nos enfants, pour nos parents devenus vieux, pour nos petits-enfants qui nous sont si chers aussi. 3 mots suffiront: liberté, égalité, fraternité.